Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir pour un autre grand rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 mai 2018. Alors, au menu aujourd'hui, une actualité brûlante. On aura le temps de savoir de quoi il s'agit. Mais en attendant, je vous prie de regarder la météo. La commune d'Atiémé, victime d'un drame sur son plan d'eau, de milliers de poissons tilapia morts. Le constat est fait ce 21 mai par les acteurs de la pêche et les autorités en charge du secteur. À l'origine, selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, un poison ou une pellicule rouge. De quoi s'agit-il réellement? Nous recevons sur ce plateau un pisciculteur pour nous en parler. Dans le grand rendez-vous de ce soir, nous parlons santé, l'inventeur dit Mois Doc, voilà, qui sera ici. Il s'appelle Arel Zanou, que nous avons eu déjà le temps de recevoir sur ce plateau. À peine née, cette application rentre déjà au pays avec des prix, on le reçoit et on en parle sur ce plateau. Et puis, vous savez que nous approchons tout doucement les examens de fin d'année, mais la grande question qu'on se pose avec ces troubles constatés, est-ce que les candidats sont enfin prêts pour affronter les différentes épreuves? Ce sera dans Autant savoir avec Agnès Belot qui reçoit donc M. Urbain Routondi qui est le chef des collectifs des établissements privés donc, de Cotonou littoral. Voilà pour ce qui est du menu. Alors, le menu du grand rendez-vous, c'est aussi avec le sommaire du journal. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat. Le menu avec vous ce soir en entendant le 1945, le développement même. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce 22 mai, le monde entier marque une pause pour faire le bilan des 25 ans d'action pour la biodiversité. C'est en effet la journée mondiale de la biodiversité, un enjeu très important de développement durable. Pour les usagers de la route, rentrer les soirs par le pont de Dantokpa est un véritable calvaire. Il faut être patient pour se frayer un chemin. Et puis, nous irons en France où Bardot et Rémi Gaillard, deux citoyens, interpellent le gouvernement sur les traitements infligés aux animaux dans les abattoirs. Vous aurez tous les détails à 19h45. Et voilà, chers amis téléspectateurs, pour vous qui venez à l'instant même de nous rejoindre, voilà pour ce qui est du menu global de cette émission de ce soir. Et je vous rappelle que nous sommes le mardi. La semaine vient à peine donc de commencer. Première rubrique, actualité oblige, on installe notre expert. Il est un pisciculteur. Je le disais dès l'entame de cette émission, c'est un drame tout simplement que le Bénin a connu, ou du moins c'est cette localité de pêcheurs Atiémé sur son plan d'eau, le lac
taureaux. Voilà. Alors, la commune d'Atémé qui a été victime d'un drame où nous avons constaté, ou du moins les acteurs de la pêche et les autorités qui sont descendus sur le terrain constater donc ces dégâts. Les dégâts sont vraiment d'une ampleur, d'une très grande ampleur. Monsieur Guidibi, bonsoir. Oui, bonjour madame. Oui, vous êtes pisciculteur, je le rappelle, un acteur de la pêche. C'est vrai, quand on parle de la pêche au Bénin, c'est aussi la pêche continentale, la pêche artisanale. Et nous savons aujourd'hui, depuis quelques années, que les Béninois s'essayent beaucoup, ils se sont beaucoup illustrés dans ce qu'on appelle la pêche, l'aquaculture. Alors dites-nous, que s'est-il passé réellement? Qu'est-ce qui a été à la base de ces morts de poissons que nous avons constatées? Vous allez m'excuser, je vais commencer déjà par dire que les pisciculteurs sont fâchés contre les journalistes. Parce que ça fait la deuxième année consécutive que de si mauvaises informations sont passées. L'année dernière, c'était une question du lake virus pour le tilapia qu'on a dit qu'il serait au Bénin, qui n'est pas réel et tout. Et ça a fait tellement de scandales au niveau des ventes où on a fait presque 5 mois avant que la clientèle ne reprenne confiance. Cette année encore, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les mêmes problèmes reviennent. Alors, de quoi il s'agit? Oui. Il s'agit simplement d'un pisciculteur qui a eu des problèmes. Oui. Il ne s'agit pas d'un lac empoisonné, il s'agit juste d'un pisciculteur qui a eu des problèmes. D'accord. Un pisciculteur qui a ses installations au bord du lac, donc, et a ensemencé 40 000 alevins de tilapia. Si vous voyez bien, vous allez voir que ce ne sont que des tilapias qui avaient des problèmes. Ouais. Donc, le pisciculteur a ensemencé 40 000 alevins de tilapia, et depuis 3 jours environ, il a commencé par avoir des mortalités intensives. Alors, dans pareilles circonstances, les autorités ont été averties, mais l'information reçue par les autorités était que le lac a été empoisonné. Justement, mais quand vous parlez d'installations posées non loin du lac, est-ce que ce n'est pas un risque potentiel justement pour ce plan d'eau que nous avons au Bénin? Oui, laissez-moi vous expliquer un peu. Donc, quand les autorités ont reçu l'information, les autorités sont allées sur le terrain pour constater. Et elles ont constaté que ce n'était pas le lac qui était infesté, puisque aucun poisson du lac n'est mort. Ça, c'est la première réalité. Aucun journaliste ne peut venir ici et prouver qu'il y a un seul poisson du lac qui soit... Donc, tous ces poissons que nous voyons à l'écran, que nous avons vus sur les réseaux sociaux, depuis en tout cas hier, 21 mai, c'est que c'est juste pour la propriété d'un pisciculteur. D'un seul pisciculteur. Il y a plusieurs pisciculteurs qui sont sur le lac. Donc, c'est un seul pisciculteur qui a eu des problèmes. Justement, mais que s'est-il passé? C'est quoi la cause? Les poissons ne peuvent pas mourir de la sorte sans cause. Il y a 3 causes probables. Il y a 3 causes probables. Les analyses que le ministère a mises en place permettront de savoir laquelle de ces 3 causes. On peut les avoir, ces 3 causes, ces 3 hypothèses. Bien sûr. Les 3 hypothèses qu'on a, dans un premier temps, et d'ailleurs c'est l'hypothèse qui est plus probable, vous allez voir qu'à côté de l'infrastructure, il y a un aménagement agricole qui est à côté. Si au niveau de l'agriculture, on utilise des pesticides ou des herbicides, il y a eu plus récemment. Ça va couler et rentrer ça va contaminer. Et comme c'est au début du lac, si c'était au milieu du lac, on n'aura pas l'impact. Mais si c'est au début du lac, tout va verser dans un premier temps là, et donc les poissons auront l'impact là. Donc c'est ça qui est un peu plus probable. Deuxième possibilité, c'est un genre de vandalisme où des gens le recherchent réellement et mettent un produit. Mais moi, je crois beaucoup... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce niveau de méchanceté? On peut bien aller à ce niveau de méchanceté, mais moi, je n'y crois pas forcément. Parce que quand vous voyez quelle est la quantité de produits qu'on a pu mettre dans un temps assez court pareil et qui puisse embraser toute cette quantité de trucs-là, je n'y crois pas vraiment parce que techniquement, ça n'a pas un gros sens. D'accord. Et quand vous voyez la façon dont les mortalités se sont manifestées, je ne crois pas beaucoup à ça. Vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous avez fait le constat aussi, Bien sûr, les poissons, c'est réel pour la mortalité de ces poissons. Mais la troisième possibilité qu'il y a, c'est plutôt une possibilité technique. Oui. Parce que quand on regarde l'infrastructure et on voit la taille des poissons, on peut se demander si les normes techniques ont été respectées dans l'ensemencement des poissons, parce que c'est des enclos qui ont été mis en place et la quantité de poissons qui est mise, la charge est quand même importante. Et quand on voit les poissons ont vraiment grossi déjà,
Donc, est-ce que ce n'est pas l'espace imparti qui n'a pas été respecté? Je n'ai pas les données exactes. Donc, voilà les 3 causes qui peuvent amener pareil dégâts. D'accord. Alors, on reviendra à M. Guidibi certainement vers la fin pour prodiguer des conseils à ceux-là qui veulent entreprendre justement dans ce secteur de pisciculture. Quelles sont les normes à respecter pour qu'en cas d'attaque, parce qu'on ne sait jamais, il faut bien être prudent en cas d'attaque, quoi faire et comment prévenir un mal ou comment vite circonscrire le mal. Mais avant, dites-nous, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas tout le lac, un peu comme les réseaux sociaux l'ont relayé, qui est atteint, mais est-ce que le lac ne risque pas à l'heure où nous sommes? Comme vous l'avez dit, c'est un plan d'eau, ça coule, ça peut couler facilement, la contamination, elle peut se faire d'un moment à l'autre. Oui. Comme je vous l'ai dit, s'il y a un problème, le problème est exogène à l'élevage. C'est l'agriculture qui a peut-être amené des pesticides. Donc là où il faut chercher le problème, ce n'est pas l'élevage qu'il faut chercher. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe bien au niveau des dispositions environnementales qui sont prises pour installer au bord des lacs des produits l'élevage, l'agriculture et tous les corollaires. Ça va peut-être vous étonner. Si je vous dis que vous prenez même le lac Nokwe, vous avez des résidus de pesticides utilisés au nord dans le coton qui sont dans le lac Nokwe, vous n'allez pas me croire. Non, on peut vous croire. Pourquoi pas? Donc c'est pour dire que c'est un problème global pour que quand on doit installer des infrastructures et utiliser des produits chimiques, qu'on puisse canaliser et ne pas créer des dégâts à l'environnement. À l'environnement. Donc vous convenez avec nous sur ce plateau que ça pose quand même, enfin ce qui est arrivé là, ça pose un problème environnemental bien et sûr, aussi un autre problème lié à la santé, puisqu'on aurait appris toujours sur les réseaux sociaux, c'est vrai, vous avez dit les pisciculteurs sont fâchés contre les journalistes, j'ai pas envie qu'on rentre dans cette polémique, mais il paraît que ces poissons ont été fumés par les bonnes dames et exposés déjà dans les marchés. C'est un risque de santé publique. Je pense que c'est pour cette raison que les autorités sont allées sur le terrain. Voilà. Une commission a été mise en place avec les chefs de filage et autres pour aller même détecter ces maisons où les poissons sont en train d'être fumés et les ramasser. Donc, que ce soit la police fluviale, les autorités municipales sont à pied d'œuvre et sont en train d'assainir. Mais je puis vous dire que la quantité de poissons qui sort de tout ce lac Tao, qu'il faut distinguer parce qu'il y a 2 lacs Tao. Justement. Il y a le lac Tao qui est dans le Mono, il y a le lac Tao qui est à Kpaou. Bon, le lac Tao qui est à Kpaou produit environ 95% de la production de poissons au Bénin. Et le lac Tao qui est, dont on parle aujourd'hui est dans le Mono et vient à peine de démarrer la production de poissons. La production de poissons a commencé sur ce lac il n'y a pas du tout longtemps. Donc pas de confusion, hein, pas de confusion, parce qu'il y a 2 lacs, il y en a qui sont en train déjà de faire la confusion. Ce n'est pas le lac juste à côté ici qui est atteint. Pas du tout. Et il n'y a même aucun lien entre les 2 lacs. Il n'y a même aucune ramification entre les 2 lacs. Donc il n'y a même pas de raison à ce qu'on confonde les choses. D'accord. Monsieur Guidibi, est-ce qu'on peut évaluer les pertes? C'est vrai, on parle de milliers de poissons avec exactitude. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Les pertes vont s'élever autour de 17 millions. 17 millions de poissons? Parce que ça fait quoi? Ça fait autour de 10 tonnes de poissons perdus, parce que là, globalement autour de 10 tonnes de poissons perdus, donc ça peut s'élever autour de 17 millions en termes de pertes. Une grosse perte, oui, non seulement pour cet entrepreneur, mais aussi pour l'économie locale, hein, qui tout de suite prend un coup. Oui, pour l'économie locale, surtout parce que l'activité de pisciculture est une activité naissante. Ouais. Qui n'a pas même encore de soutien de la part des gouvernants. Il y a des programmes en cours d'élaboration et tout, mais de façon effective, les producteurs n'ont pas encore des impacts de ces soutiens gouvernementaux. Donc, des gens vont faire des prêts à la banque et tout, ont le courage d'investir dans le secteur. Donc, quand on a pareille chose qui se passe, on a vu les autorités se déplacer, c'est déjà très intéressant, même un jour de fête. À la tête, le ministre lui-même. Oui, un jour de fête, le ministre s'est déplacé et tout, donc on félicite déjà l'engouement du gouvernement, mais il faudrait que ça aille un peu plus, qu'on puisse apporter des soutiens à ce producteur pour qu'il puisse reprendre, pas forcément de l'argent, mais les intrants ou n'importe quoi, pour lui permettre d'avoir le courage de se relancer à nouveau. Oui. Quand vous parlez d'initiatives des autorités, ils ont eu à faire des prélèvements, des échantillons pour voir le niveau de toxicité, je crois bien, de ce poison-là. Alors, on a parlé un peu cause de santé, certainement aussi un autre aspect environnemental. Ça pose un problème environnemental que de voir des poissons morts comme ça. Comment ça va être géré par la suite, à votre avis?
c'est comme vous avez dit, il y a une commission qui est mise en place, il y a une sécurité permanente qui est sur le lac actuellement, et que ce soit déjà la destruction des poissons qui ont eu des problèmes, est en train d'être réalisée actuellement. Mais au-delà de ça, il y a des prélèvements qui sont faits, que ce soit au niveau de l'eau du lac, des poissons. Donc, le laboratoire central du ministère de l'Agriculture est à pied d'œuvre. Donc, il faudra vous rapprocher donc, du ministère pour avoir au fur et à mesure les données qu'ils ont. Monsieur Guidibi, ne vous en faites pas, BB24 va suivre l'évolution de cette affaire de plus près. Mais avant de vous laisser partir, le temps, il passe très vite. On aura le temps de revenir justement, parlant de suite, voir un peu là où on en est après cette contamination. Mais vous me dites là que le lac lui-même ne risque rien. On peut retenir cela? Rien du tout, je vous promets. D'accord. Maintenant, pour ce qui est des installations désormais, pour ceux qui sont déjà dans cette activité et pour les jeunes entrepreneurs, puisque BB24 fait la promotion de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Il faut dire que si on a envie d'installer des infrastructures et profiter de la nature en utilisant des lacs et autres, il faut éviter de les mettre au bord de la berge parce qu'on ne maîtrise pas toujours tout ce qui vient de l'environnement pour se rejeter dans le lac. Et si c'est déjà à l'entame que ces rejets tombent dans vos infrastructures, vous êtes sûr d'avoir des problèmes de ce genre. Il faut aller un peu plus au milieu. Ça coûte un peu plus cher en termes d'entretien, en termes d'investissement, mais pour plus de sécurité, il est plus intéressant de procéder ainsi. D'accord. Et votre mot de la fin, M. Guidibi Christian? C'est encore l'invite de pouvoir vraiment à accompagner les objectifs de 20 000 tonnes horizon 2021, que ce soit effectif, qu'on le sente sur le terrain et qu'on puisse surtout être regardant envers ces gens qui se jettent à l'eau pour que ça bouge. Donc, surtout par rapport à ce collègue producteur qui a des problèmes, que le gouvernement puisse penser réellement à lui. Et que déjà ses amis, les pêcheurs qui sont autour de lui puissent aussi l'accompagner, l'assister, ne serait-ce que moralement. Merci beaucoup, Monsieur Christian Guidibi. Je rappelle que vous êtes pisciculteur, un acteur donc, du secteur agricole béninois. Merci à vous d'être venu. On va vous raccompagner avec ceci et nous allons installer donc la seconde rubrique, à savoir Nature et bien-être. Nature et bien-être, c'est santé aujourd'hui puisque nous sommes mardi, nous sommes à l'ère d'éthique et quand l'éthique se décide d'être au service de la santé, ça donne simplement des idées dans la tête de ceux-là qui réfléchissent et parmi ceux-là qui réfléchissent, nous avons Arel Zanou. Il a réfléchi, il a mis une application en place qui vient déjà d'être récompensée. On en parle, mais avant on regarde ceci. Voilà l'icône de l'application Docteur Dis-moi Doc. Quand on entre dedans, c'est une application très facile à utiliser. Il y a sur l'interface d'accueil 8 onglets. 8 onglets que nous allons vous détailler. D'abord, ici, c'est l'onglet principal, discuter avec votre docteur. J'ai entendu parler de cette application santé. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et tout évolue. C'est très bon, moi je suis très content d'entendre de pareilles choses. Lorsqu'il y a des applications, ça permet beaucoup plus, selon mon avis, de gagner beaucoup plus de temps. On gère tout depuis son boulot, la maison et tout est bien géré. C'est une bonne chose parce que cela permet de ne pas se mettre dans les longues files dans les centres de santé. Voilà, c'est un extrait qui installe notre lauréat. Il a remporté le 2e prix. Il aura le temps de nous dire les moindres détails de cette récompense qu'il a eue. Arel Zanou, bonsoir. Bonsoir. Les félicitations du grand rendez-vous de toute l'équipe. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Heureuse d'annoncer. Oui, Karamata Vous avez décidé Bataou. aujourd'hui de vous mettre en local. C'est du bomba, on appelle ça tout simplement. Tout simplement, oui, du bomba. On ne voit Heureuse pas très souvent dedans, mais bon, aujourd'hui, elle a décidé de faire honneur à ses artisans béninois. N'est-ce pas? Et oui, tout le contraire de Karamat ce soir. Oui, aujourd'hui, j'emporte aussi du bomba de temps en temps. Ah, bien sûr, ça vous va d'ailleurs très bien. Merci. Alors, on est là pour parler donc de cette innovation Dis-moi Doc qui a reçu un prix. Tout à fait. Et vous avez bien fait de féliciter déjà Monsieur Zanou, toutes les félicitations du grand rendez-vous parce qu'avant de recevoir le prix, il avait pris par ici. Exactement. Quelques semaines plus tôt, je dirais. Et là, ça montre juste que sur le grand rendez-vous,
ça, on reçoit les gens qui font du bon. Et oui, tout à fait. Alors, monsieur Zanon, dites-nous tout sur ce prix-là. Par où ça a commencé? Alors déjà, je vous remercie pour vos mots de félicitations et d'encouragement. Il faut croire que PB24 porte plutôt chance aux jeunes promoteurs en entrepreneuriat. Alors, comme vous l'avez si bien introduit, Dis-moi Doc, tout le monde sait de quoi il s'agit aujourd'hui. C'est une plateforme d'assistance médicale qui va aujourd'hui un peu plus loin que l'assistance médicale. Nous sommes en train de développer nos activités secondaires, notamment les soins à domicile et la mise en place de la première clinique mobile au Bénin. On va développer tout ça après. Dans nos échanges après. Alors, le prix, c'est le prix du concours de l'innovation africaine. Une initiative du Forum Hub Africa. Le Forum Hub Africa, c'est un forum continental des entrepreneurs de l'Afrique qui a eu lieu les 2 et les 3 mai à Casablanca et qui a sa 6e édition. Alors, depuis l'année dernière, ils ont initié au sein de ce forum-là un concours qu'ils ont appelé le concours de l'innovation africaine qui est piloté par une association qu'on appelle AMA, dont le sponsor est Al William. Donc, ils ont initié depuis l'année passée et cette année, nous avons entendu parler de ce concours-là. Nous avons décidé d'y participer, de postuler, ce que nous avons fait. Et au départ, nous étions 275 start-up à participer à ce concours-là. 275. C'est que dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu une phase de présélection qui a permis de retenir 10 dans chaque domaine d'activité. Donc, heureusement, on faisait partie de ces 10-là. Donc, on a été invité ensuite à faire une présentation à Casablanca au cours du forum. Nous y étions, nous avons, disons, compétit avec 10 autres innovateurs venus également d'Afrique. De votre domaine, ticket santé ou... Non, de tous les domaines confondus. Les domaines confondus. Oui, de tous les domaines. Parce qu'ils ont pris les meilleurs, en fait, au niveau de chaque domaine. Et on nous a ensuite mis à l'épreuve du pitch. Le pitch, en fait, c'est une forme de présentation vraiment professionnelle qui permet, en fait, de convaincre un éventuel investisseur qui a envie d'investir dans ce que vous entreprenez. Donc, c'est dans ce cadre-là que... Je crois que là, vous êtes en pleine présentation. Bien sûr, voilà, exactement. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons présenté devant un jury international qui est aussi bien composé d'Africains que d'Européens et un Américain également, où, en fait, il fallait en 5 minutes convaincre le jury du potentiel économique qu'il pourrait avoir derrière l'innovation qu'on avait apportée. En 5 minutes. En 5 minutes. Donc, ce que nous avons eu le plaisir de faire avec beaucoup de stress. Applaudi à la fin. Ouais. C'est très stressant, ça je peux vous l'avouer, parce que j'ai été le représentant de mon équipe. C'était très stressant, c'était pas évident. Ça n'avait rien à voir avec ce que nous avons vécu jusque-là. Il y avait vraiment un monde impressionnant. Parlez-nous brièvement des autres initiatives, des 10 autres avec qui vous avez compéti. C'est énorme en fait. Quand vous allez à ce genre de rencontres, vous vous rendez compte que les choses bougent énormément. Il y a eu un Camerounais, par exemple, pour ce que j'ai retenu, qui a inventé une application qui permet de gérer correctement tout ce qui est circulation routière, qui permet d'informer en temps réel si une voie est bouchée, s'il y a un problème sur une telle voie, un peu comme les bisons futés en France. Un peu comme ce que fait une radio de la place. Exactement, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment en mode d'application et c'est en temps réel. Il y a un autre, par exemple, lui, il est marocain, celui qui a obtenu d'ailleurs le premier prix. Lui, il a pu essayer de passer à l'étape inverse de la production du pétrole, c'est-à-dire qu'à partir des plastiques. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que pour obtenir le plastique, il faut passer du pétrole et il faut aller au plastique. Lui, il a pu inventer une autre méthode qui permet de passer des plastiques au pétrole. C'est totalement... Et puis, ce qui est intéressant, c'est que
en termes de revenus, ça revient encore moins cher par rapport à la production du pétrole. Donc, je pense que Est-ce à dire que déjà on brûle nos plastiques chez nous et on obtient du pétrole? Non, pas du tout. Sinon, ça n'aurait pas été une innovation. Innovation. C'est tout un procédé qu'il a mis en place et qui a été validé par un certain nombre de laboratoires. Donc, je pense que c'est le futur grand milliardaire africain. Mais qu'est-ce qui vous a manqué, vous, pour remporter le premier prix? Alors, est-ce qu'on dira que quelque chose nous a manqué? On dira juste que cette innovation dont je vous ai parlé, qui a remporté le premier prix, par exemple, est quand même règle beaucoup plus de problèmes liés aussi bien à l'environnement qu'à la santé, vous voyez. Donc, une innovation pareille, forcément, ça efface un peu Dimoadoc, mais ça a quand même permis, en tout cas, notre présentation a quand même permis de décrocher le deuxième prix. Devant tous ces pays-là, il y avait presque tous les représentants du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, il y avait le Cameroun, il y avait le Congo, il y avait un certain nombre de pays en tout cas. Et vous êtes le seul du Bénin? Oui, disons même de l'UEMOA, parce que oui, on a été les seuls. Oui, on a été les seuls représentants. Et on a quand même pu décrocher le deuxième prix. Composé de quoi? On a le trophée sur le plateau. Ouais, le trophée, déjà... c'est déjà ça le plus important. Deuxième prix Al-Wiam et Hub Africa. Ensuite, nous avons reçu une enveloppe financière pour tout au moins... De combien? De 20 000 Est-ce que ça se dévoile? Je ne sais pas si ça se dévoile. Ce qui est aussi, on a le chèque. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça fait 20 000 dirhams. Ça permet quand même de couvrir un certain nombre de dépenses à notre niveau. Exactement. En dehors de ça, ce qui est plus important, c'est que pendant 2 ans, nous allons être incubés par un incubateur de Casablanca. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Wow. Et je peux également vous confirmer que nous avons reçu des investisseurs. Parce que ce qu'il faut dire là-bas, les choses bougent tellement bien que ce sont les investisseurs qui sont aux trousses des innovateurs. Ce sont eux qui sont à la quête, quoi. Ils sont à l'affût. Vous êtes tous là. Pendant tout le forum, moi j'ai pu remarquer que plus du tiers de l'assistance était des investisseurs qui étaient à la quête de l'innovation. Quand ils sentent de l'innovation quelque part, ils ne réfléchissent pas 2 secondes, ils vont et puis ils commencent par investir. Donc, nous avons cette chance-là où il y a un investisseur qui a décidé de nous accompagner. Voilà, et ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis l'incubation aussi, c'est important pour nous parce que ça nous permet de nous mettre au même niveau que les entreprises mondiales aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes au Bénin, nous faisons avec les moyens du bord, mais il faut qu'on sorte de notre cadre, il faut qu'on aille... Ça veut dire qu'il y a un suivi après ce prix, donc qui s'est installé derrière cette innovation. Tout à fait. Et je veux bien quand même savoir, est-ce qu'il y a déjà un plan pour les prochaines activités? Est-ce que vous allez faire après ce prix-là pour toujours maintenir votre place? Bien sûr. Déjà, en tant que président du patronat des startups en même temps, vous savez, quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec ceux qui géraient cet incubateur, je leur ai dit, c'est vrai, je suis venu ici en tant que représentant de Dimoadoc, mais par ailleurs, j'ai la casquette du président du patronat des startups. Et si je dois réfléchir dans ce sens, c'est que je réfléchis pour tous les jeunes entrepreneurs du Bénin. Donc, j'ai décidé, ou du moins je leur suggérais plutôt, de faire en sorte qu'il y ait une représentation de leur incubateur ici au Bénin parce que j'ai vu des choses extraordinaires. Ils sont même en mesure de faire des prototypages, c'est-à-dire que vous avez l'idée, eux peuvent transformer l'idée en quelque chose de concret, en prototype, et vous allez pouvoir travailler sur le prototype et pas faire votre don. Franchement, ils font des choses dont nous, on a réellement besoin au Bénin. Donc, j'ai pu négocier avec eux pour que leur incubateur s'installe au Bénin. Ça peut ne pas être du jour au lendemain, mais tout ça, ça va également dépendre de nos autorités. Parce que tout de suite, ils nous ont posé ce problème. Vous savez, on ne travaille pas beaucoup avec l'Afrique noire parce qu'il y a trop de paperasse, parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, parce que les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et c'est vrai, c'est effectif. Et c'est ce qui nous handicape vraiment. Je pense qu'il faut qu'on revoie notre façon de penser. Tout à fait. Donc, la suite, pour le moment, nous serons bien obligés de faire les allers-retours pour pouvoir être incubés comme cela se doit. Il y a un prototype
que nous devons mettre. À votre frais ou aux frais de... Non, évidemment, à leurs frais. À leurs frais, bien sûr. Il y a tout un calendrier qui est mis en place, des voyages, des billets d'avion qu'ils vont nous envoyer pour qu'on puisse faire le déplacement. Certainement, nous aurons besoin d'un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas leur tout demander aussi. Nous comptons sur nos autorités pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner dans ce sens-là. Est-ce que, parlant d'autorité, justement, l'autorité en charge de la santé est au courant de votre trophée et tout? Il faut aller la voir. Tout à fait. Oui, nous avons... Très belle question. Oui, l'autorité en charge des questions de santé est certainement au courant. Nous avons Vous n'avez pas fait le déplacement vers eux? Vous savez, c'est difficile. C'est aussi ça l'autre problème. Je vais vous faire une petite confidence. Quand j'étais au Maroc, j'ai eu la possibilité de rencontrer très facilement le ministre de l'Industrie. Très facilement. Ici, il faut écrire des lettres, il faut attendre des semaines. C'est pas évident. Ailleurs, des gens vous appellent même spontanément pour dire ah, je vous ai vu à la télé, vous avez fait. Mais ici, c'est compliqué. Mais néanmoins, nous, on a commencé la démarche. C'est le plus important. On a déposé une lettre d'audience et nous espérons que le ministre va pouvoir nous recevoir. Alors, dis-moi Doc, à quoi peut-on s'attendre après? Vous avez commencé par en parler à l'entame de nos échanges. Oui, dis-moi Doc, c'est 2 projets imminents. C'est déjà, comme je vous l'ai dit, la clinique mobile qui va être rapidement mise en place parce qu'on a déjà défini les paramètres. Et ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner exactement comme si vous voyez. Pour le moment, quand vous êtes malade, c'est vous qui vous rendez à l'hôpital. Maintenant, c'est l'hôpital qui vient vers vous, tout simplement. Donc là, les consultations à domicile. Il y aura un véhicule qui va avoir un laboratoire qui puisse permettre de faire les analyses élémentaires. Il va avoir une salle d'hospitalisation, et pas d'hospitalisation, une salle de consultation. Et voilà, tout ça dans un seul véhicule que nous sommes en train déjà de construire et qui va directement se déplacer vers le patient. Ça va permettre au patient de gagner en termes de dépenses parce qu'on sait combien ça coûte les frais d'hospitalisation aujourd'hui. J'ai une question, si Heureuse me permet, rapidement. Ça sera centré juste à Cotonou parce que nos frères et sœurs qui sont dans le centre et dans le nord parfois se plaignent de ce qu'ils sont écartés de certaines innovations. Ça ne les touche pas directement. Qu'est-ce qui va être fait pour nos frères et sœurs? Je pense que c'est une très belle question parce que ça me permet de vous parler de notre second projet. Effectivement, vous savez, des zones enclavées, nos cliniques mobiles ne peuvent pas forcément y accéder. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est au niveau urbain, essayer de mettre en place cette clinique. Maintenant, au niveau des zones un peu enclavées, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des robots. Des robots, en fait, c'est un peu comme des enceintes. Le prototype est en train d'être établi déjà. C'est des enceintes dans lesquelles vous rentrez quand vous avez un problème de santé, vu qu'il n'y a pas forcément un médecin dans votre zone. Il y a un minimum de services, il y a un infirmier ou un aide-soignant qui est quelque part, on le met à son niveau. Vous rentrez dans le robot, on enferme et le robot vous prend un certain nombre de paramètres, notamment la tension artérielle, la température. Si possible, même on va intégrer un système de scannage pour que ces données-là soient ensuite envoyées au médecin qui soit le plus proche de vous. Le médecin, avec ces éléments-là et avec un certain nombre d'éléments issus de l'interrogatoire qu'on va vous faire forcément, pourra faire un diagnostic et pourra ensuite indiquer à l'infirmier qui est dans la zone ou bien au aide-soignant qui est dans la zone la conduite à tenir. Pour que, en tout cas, une très belle initiative. Voilà, on fait de grands signes là que c'est terminé. On aura le temps de développer tout ça parce qu'il faut dire, c'est vrai, vous êtes médecin, vous savez que les soins à domicile, je crois que c'est le ministère de la Santé qui réglemente tout ça. On va développer tout ça. On va développer tout ça dans nos prochaines rencontres, échanges, prochains échanges. Merci beaucoup, monsieur Zanoirel. C'est moi qui vous remercie et merci pour tout ce que vous faites. Le prix, ça reste ou vous repartez avec? Ah, mais il va repartir, non, mais heureuse. Non, mais le prix, c'est pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui nous portez chance, le prix restera à la fin. Ah bon, d'accord. C'est notre prix à nous tous. Merci, exactement. En tout cas, Heureuse, on est simplement content de savoir que sur BB24, il y a un suivi, il y a un retour, il y a du suivi. C'est ça notre baromètre. Merci beaucoup donc au passage à vous, nos amis téléspectateurs fidèles que vous êtes, à toujours suivre les programmes de BB24. C'est la chaîne des jeunes. Vous êtes jeunes, vous aimez innover, passez nous voir. On vous recevra et vous aurez certainement une récompense, même pas à l'intérieur, mais vous allez sortir un peu comme Arel Zan nous l'a fait. Merci à vous d'être passé par ici. On vous souhaite une très belle soirée et bon retour chez vous. Alors, le grand rendez-vous de ce mardi, chers amis, se poursuit. Après l'espère, après Nature et Bien-être, nous allons installer la rubrique Autant savoir.
Autant savoir avec Agnès Bello aborde aujourd'hui les questions d'examen puisque nous sommes dans le mois de mai. Les examens vont se dérouler dans le mois de juin, si je ne me trompe. En tout cas, nous aurons un éducateur sur ce plateau pour nous donner les dates exactes des compositions, qu'il s'agisse du CEP, du BEPC et du baccalauréat. Alors, comment se préparent nos candidats et candidates à ces différents examens de fin d'année? On regarde d'abord cet élément et on revient en parler. Comme cette année a été une année spéciale du fait des perturbations que l'école a connues, nous avons au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires mis sur pied des stratégies afin que les enseignants, dans un sursaut collectif, puissent remonter la situation du fait, et surtout que les enfants, pendant un bon moment, ont désappris parce que étant restés longtemps à la maison. Et il n'y a plus de moment de jeu pour les enfants parce que nous allons consacrer tout le reste du temps aux activités pédagogiques pour pouvoir nous en sortir. Il y a une masse horaire qui est consacrée aux activités pédagogiques. Et je dis que lorsqu'on est en crise, il y a de nouvelles attitudes qu'il faut adopter et c'est ce que nous essayons de faire. L'année ne sera pas une année perdue et ce n'est pas du leurre. Nous ne pouvons pas tuer la génération d'élèves de notre pays. Je voudrais rassurer les parents que leurs enfants iront à l'examen et vont tirer leur épingle du jeu. Je voudrais les inviter aussi à être beaucoup plus attentifs aux enfants parce que nous sommes en période de pluie où les maladies pilules et le froid est là. Il faut que les parents protègent les enfants, ne leur permettent pas de tomber sous le coup d'une maladie pour manquer l'école pour le reste du temps. Nous voudrions donc les appeler à un bon suivi à la maison. Voilà, vous êtes parents, ne soyez plus anxieux, vos candidats, vos petits-enfants, vos bouts de chou, vos grands-enfants iront donc composer à leurs différents examens. Merci beaucoup, Monsieur Urbain Ontonji. Merci d'être venu. Vous êtes le président du collectif des chefs d'établissement scolaires privés du littoral. Oui. Vous êtes sur ce plateau. Infiniment merci d'avoir laissé vos apprenants et d'avoir répondu présent donc, à l'invitation de Agnès Bello pour Autant Savoir. Agnès, bonsoir. Karamata Brataou, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Les examens auront lieu, ça vous donne certainement le sourire aux lèvres, hein? Oui, en tant que spécialiste des questions d'éducation sur BB24, c'est sûr qu'on est ravis de savoir que les examens auront bel et bien lieu. Donc, nous allons demander justement à M. Rontondi Urbain si les candidats sont déjà dans la danse pour les examens. Alors déjà, avant tout, je vous remercie, M. Urbain Rontondi, d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Karamat l'a déjà dit tantôt, vous êtes ici en tant que président du collectif des chefs d'établissement scolaires privés du littoral, mais vous êtes aussi directeur d'école, vous êtes enseignant également. Alors, cette année, elle a été tout de même spéciale, surtout au niveau du public. Nous avons le conseiller technique du ministre de l'Enseignement maternel primaire qui affirme tout de go que les examens auront bel et bien lieu et que les candidats sont prêts. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez vraiment l'impression que tout se passera bien? Je vous remercie également pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler un peu, apaiser nos candidats, apaiser nos parents d'élèves. Et oui, bien sûr, les parents d'élèves, parce que nous y sommes tous. Et vous savez, d'entrée de jeu, il faut remercier le gouvernement. Remercier vraiment le gouvernement qui a eu l'initiative de réaménager très rapidement donc, le calendrier scolaire pour redonner espoir au peuple entier. Les examens auront bel et bien lieu et à la date bien indiquée. Rappelez les échéances. Oui, le CEP, c'est le 2 juillet. Le 2 juillet. Le 2 juillet. Le BEPC, c'est une semaine après, donc le 9 juillet. Et le baccalauréat, une semaine plus tard, le 16 juillet 2018. Les enfants se portent très bien.
Et on pense souvent qu'il faut avoir fait forcément 12 mois de cours, 9 mois de cours. Avant d'aller aux examens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Actuellement, je pense qu'il y a une période pour donner les informations. Et il y a également une période pour ordonner ces informations dans la tête donc, de nos candidats, des enfants en général. Et actuellement, nous y sommes. Parce que dans tous les établissements scolaires, que ce soit public comme privé, les enfants sont soumis à un régime bien soutenu de travail et de révision. Et comme vous avez constaté même au niveau donc, de nos collègues CEG et Bégamet, vous avez vu, les enseignants sont très conscients de la situation, les apprenants également, les parents d'élèves, je pense que de même. Et donc, je vous rassure que tout se passe très bien. Justement, cette accélération au niveau des enfants ne va-t-il pas, comment dirais-je, se faire ressentir? Parce que parfois, c'est vous-même qui le dites, hein, la pédagogie, c'est un certain nombre d'heures aussi pour l'enfant, pour lui permettre d'assimiler. Est-ce qu'il aura vraiment le temps d'assimiler? Oui, il y a toujours quelque chose en matière de pédagogie, on dit l'essentiel. L'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en face donc d'enseigner l'essentiel. Ça ne veut pas dire que les enfants seront formés au rabais, pas du tout. Parce que c'est là l'inquiétude. Et oui, pas du tout. Alors, donc, vous voyez, et même pendant la période de débrayage, vous pensez que nos enfants sont laissés pour compte? Non, pas du tout. Les enseignants étaient très conscients. Et ceux qui gardaient les classes d'examen travaillaient sérieusement. Ils travaillaient avec les élèves. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Il n'y a pas d'inquiétude. Les enfants vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors, l'année passée, les résultats, on en a parlé et il y a même eu des émissions ici sur BB24 pour dénoncer ce faible taux de réussite. Est-ce que cette année, on peut avoir le sourire aux lèvres? Et je crois que l'année passée, c'était encore un peu plus réluisant qu'il y a 2 ans. On se rappelle, tout le monde, nous avons eu des souris aux lèvres l'année passée. Hein? On a vu, les résultats étaient attrayants. Cette année, je crois que les résultats seront encore un peu plus attrayants. Oui, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est la catastrophe. Non, mais justement, il ne faudrait pas faire plaisir aux enfants et racheter parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Est-ce que ce ne sera pas le rachat? Il n'y a pas le rachat dans le système éducatif béninois. Ceux qui pensent qu'à des moments donnés, que les gens donnent des résultats politiques, c'est faux. Nous participons aux séances de correction. Et puis, les garde-fous qui sont mis en place ne vous permettent même pas de faire de n'importe quoi. Et on ne choisit pas n'importe qui pour aller corriger. C'est sûr. Et donc, par conséquent, et les épreuves aussi ne sont pas taillées à la mesure. Hein. C'est des épreuves qui tiennent compte d'un certain nombre de normes. Justement, en parlant des normes, la première, c'est que l'élève qu'on choisit comme élève cible, il est du public. Voilà, nous avons le système privé qui a beaucoup plus évolué que le système public. Comment vous faites pour vous ramener vos enfants à ce niveau-là du public pour qu'ils puissent être à même véritablement de pouvoir répondre aux épreuves qui leur seront données? Là, une très belle question encore pour vous rassurer. Vous savez, c'est vrai que dans nos établissements scolaires privés, et la plupart donc a terminé les programmes. Les programmes sont terminés, achevés. Actuellement, ce sont les révisions. Voilà. Et je vous ai dit qu'il y a des périodes pour ordonner les choses. Nous sommes maintenant à l'étape de l'essentiel. Et c'est à cet essentiel que nous allons nous tenir. Et il faut dire que là, parents d'élèves, élèves et enseignants, nous devons conjuguer nos efforts pour mettre l'enfant dans les situations réelles, donc de conditions d'examen maintenant. Alors, nous ramener au niveau donc du public ou bien quoi. Non, c'est pas ça l'essentiel. Vous savez, même pour préparer ces examens, les différents directeurs départementaux ont reçu des instructions de la part du ministre. Exactement. Voilà. On reviendra justement sur ces instructions-là de l'autorité que les enseignants que vous avez reçus. Agnès Bello,
C'est juste un break, le temps pour nous de suivre le journal. Et ça va se faire avec Estelle Pazou, qui est avec nous depuis hier sur le journal, le 1945. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Aujourd'hui, 22 mai 2018, c'est la journée mondiale de la biodiversité, un enjeu essentiel de développement durable qui tient à cœur au gouvernement béninois. Pas facile de rentrer tous les soirs par le pont du marché d'Antokpa. Il y règne un bouchon terrible et les conducteurs de véhicules de transport en ont une part de responsabilité. Et puis en France, 2 citoyens interpellent le gouvernement sur le fonctionnement dans les abattoirs. Selon eux, le traitement qui y est réservé aux animaux frise la méchanceté. Célébration des 25 ans d'action pour la biodiversité, c'est le thème retenu cette année pour marquer la journée mondiale de la biodiversité, occasion de sensibiliser les populations et d'apporter des réponses aux questions relatives à la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? Quelle est son importance? Et quel est le bilan des actions menées par le gouvernement béninois à ce jour? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Baba-Victor et Amandine Anyamosou. C'est un écosystème qui regroupe plusieurs espèces animales, végétales, de même que des micro-organismes. La biodiversité représente à ce jour la seule ressource permettant à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. La biodiversité sert à protéger, sert à conserver, sert à l'approvisionnement. Il y a des éléments de la biodiversité que nous mangeons. Je dis nous mangeons, je parle des hommes, des animaux. Il y a des éléments de la biodiversité que nous utilisons pour nous soigner, par exemple. Elle est malheureusement menacée aujourd'hui du fait du changement climatique, de la forte pression démographique et surtout des activités humaines. Dans aucun pays du monde, la biodiversité ne se porte mieux. Je le dis parce que les gens ont besoin de la ressource pour vivre. De ce fait, ils font de la collection, ils font des prélèvements. Plus la population augmente, plus l'exploitation prend d'ampleur. Et quand l'exploitation prend d'ampleur, la biodiversité prend un coup. La biodiversité est célébrée chaque 22 mai dans le monde entier. Pour sa 25e commémoration, elle est placée cette année sous le thème « 25 ans de célébration des actions pour la biodiversité ». En un quart de siècle, de nombreuses dispositions ont été prises au Bénin pour maintenir les espèces menacées de disparition. D'abord, le Bénin a commencé depuis 1992 à initier des projets de conservation des forêts, à initier des projets de conservation des eaux humides. Et le Bénin a mis en place déjà en 2003 une stratégie qui a été revue en 2010 pour permettre aux gens de travailler selon les objectifs internationaux. Il y a des espèces qui ont disparu pratiquement ou qui sont en voie de disparition. Le gouvernement a dit, niet, on ne touche plus à ça. Le gouvernement a mis en place un programme qui permet de faire moins de charbon, par exemple. Le Bénin compte plus de 2800 espèces de plantes, un peu moins de 600 espèces d'oiseaux et 84 espèces de reptiles. Chaque citoyen a son rôle à jouer pour leur conservation. Tout ce que nous rejetons, nous rejetons comme ça, tout ça, ça va dans les lagunes et tout ça, ça va dans la mer. Et ça donne de la pollution des eaux. Donc j'invite chacun de nous à dire non, il vaut mieux ne pas polluer l'eau. L'autre chose aussi, j'invite les maires, c'est-à-dire les collectivités, à intégrer dans leur programme la biodiversité. Mais l'autre élément, c'est que la jeune génération, les élèves, les écoliers, voilà la cible qu'on doit utiliser pour que demain soit encore meilleur pour cette biodiversité dont nous vivons. La biodiversité nous concerne au premier chef,
Car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Tous les soirs, au sortir du travail, le pont de Dantokpa est le spectacle d'un bouchon terrible. Difficile de circuler, les conducteurs de véhicules de transport en commun stationnent de façon anarchique. Ils soutiennent même qu'ils ne sont en rien responsables de la situation. Christelle Tongodo est rentrée un soir par le pont du marché Dantokpa. Suivez ce qu'elle nous rapporte. 18h, tronçon Saint-Michel, premier pont de Cotonou. Le trafic est dense. Les véhicules à 2 et 4 roues bloquent la circulation. Les conducteurs de véhicules de transport en commun sont eux à la recherche de clients. Résultat, le bouchon s'installe davantage. Mais ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Vous-même, vous voyez, est-ce qu'il y a un embouteillage là maintenant? Il a vu le client. Il ne peut pas laisser le client partir. Il cherche l'argent. Le propriétaire doit prendre son argent le soir. Vous voyez, non? Donc, il ne peut pas rater le client et un autre va prendre. Pas d'embouteillage apparent, selon ce conducteur qui choisit de faire porter la responsabilité aux autres usagers de la voie publique. Les citoyens qui viennent garer leur véhicule sur la voie, si tu leur dis de dégager de là, ils s'entêtent. Compte tenu de leurs arrêts en permanence, ces véhicules de transport en commun sont souvent tenus responsables des embouteillages sur nos voies. Loin de leur faire porter le chapeau, cette commerçante estime qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les conducteurs ont des familles à nourrir. Ils ont été délogés de leur lieu de stationnement habituel. C'est ce qui justifie aujourd'hui leur stationnement de façon anarchique sur les voies. Moi, j'habite au quartier Godomé et le transport jusqu'au marché d'Antokpa à bord de ces véhicules me revient à 200 francs CFA. Si j'optais pour un taxi moto, cela me reviendrait plus cher. Le transport en commun me convient énormément, surtout à cause de la morosité économique. La morosité économique saurait-elle justifier l'incivisme sur les voies publiques? Dans tous les cas, la police est présente pour faire régner l'ordre. On le définit souvent comme la représentation d'un corps humain entièrement découvert, mais il est également un genre artistique. Le nu franchit aujourd'hui les barrières des préjugés en Afrique. Plusieurs expositions se tiennent de plus en plus. Le mois dernier s'est tenu à Cotonou le Festival du nu, le tout premier du genre sur le continent. Le reportage que vous allez suivre vous emmène à la découverte de cet art qui entre peu en peu dans les habitudes des Béninois. Anthony Alaka, Rodrigue Babaguito. Décor dans les tenues d'Ève et d'Adam. La nudité se révèle dans les contrastes et les contre-jours. La lumière se pose pour laisser planer une dose de mystère dans le noir. C'est le nu. Le nu est un genre photographique, tout comme on peut trouver la photo de sport qui est un autre genre, tout comme on peut trouver les portraitrices. Le nu consiste à photographier des corps humains sans habits. La dite jeune génération de photographes, il y en a beaucoup qui font du nu, hein? Au Bénin, il y en a beaucoup qui font du nu, même si pour le moment, ils ne sautent vraiment pas le pas de montrer ce qu'ils font. Près d'une demi-douzaine d'artistes pratiqueraient le nu au Bénin. Dans cet univers où côtoient nu masculin et nu féminin, la règle d'or est confiance et complicité totale entre modèles et artistes. Je rencontre toujours les modèles avant, donc je ne commence pas une séance photo de nu comme ça. Voilà, je la rencontre avant, j'explique, je montre mon travail, j'explique ce que je fais, j'explique comment je travaille, j'explique comment se préparer aussi. Il y a des petites règles à respecter par rapport simplement à la préparation du corps. Donc je donne tous ces conseils et je m'assure qu'effectivement le modèle est tout à fait d'accord avec ce qui est prévu et on prévoit un petit peu ce qu'on va faire. J'ai mis par exemple 6 ans à photographier, à convaincre
une fille de poser pour moi. Elle a fini par poser, mais ça fait 6 ans. Le défi d'une séance du nu est unique. On regarde, on apprivoise et on se révèle. Surtout, on reste loin de l'indécence. Ici au Bénin, les gens confondent le nu artistique et la pornographie, j'ai souvent entendu ça. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'en regardant les photos que vous avez vues, vous faites quand même la différence entre du nu artistique et de la pornographie. Il y a vraiment, en tout cas dans mon travail, une limite qui fait par exemple qu'on ne voit jamais les parties intimes et que c'est esthétiquement joli. Donc il y a un travail de l'éclairage, de la lumière qui est fait derrière. C'est pas simplement photographier quelqu'un qui est nu comme ça. Ça fait, comme je vous le dis, plus de 20 ans que je fais ce sujet-là. Je ne crois pas qu'en photographiant les courbes et les rondeurs, je suis déjà allé dépasser ce qu'on peut appeler dans notre pays cette ligne rouge-là, qui pourrait croire que je suis dans de la pornographie. J'ai pris l'habitude de dire, à la différence du gynéco, justement, moi, je ne touche pas. Gynécologie de la photographie est-on tenté de dire, le nu se veut aujourd'hui un moyen de repossession du corps africain, une approche qui, bien que peu connue des Béninois, semble représenter une équation à plusieurs inconnus. En France, l'installation de vidéosurveillance dans les abattoirs semble nécessaire. Bardot et Rémi Gaillard, 2 citoyens, interpellent en duo le gouvernement sur la question. Selon eux, le traitement réservé à ces animaux dans les différents abattoirs frise la méchanceté. Voici le récit de Axel Dancy, d'après les images de l'AFP. On a en commun une révolte terrible contre la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs. C'est sur ces propos que Brigitte Bardot et Rémi Gaillard dénoncent dans une vidéo adressée au gouvernement français une attention particulière sur les animaux tués dans les abattoirs. Je pense que c'est bien de rappeler quand même le contexte. En 2018, des caméras devaient être installées pour le bien-être animal dans les abattoirs français. Une mesure qui a été prise en 2017 et qui malheureusement a été abandonnée. Oui, et dites-vous que vous mangez la souffrance, la douleur, l'épouvante, la torture. Et j'espère que la petite intervention qu'on fait, Rémi et moi, portera ses fruits. Pour le comédien Rémi Gaillard, beaucoup de gens seraient végétariens si les abattoirs avaient des fenêtres. Le duo explosif ne compte pas baisser les bras. L'objectif est de sensibiliser la jeune génération pour la protection des animaux. Et pour se faire entendre, les réseaux sociaux sont leur meilleur moyen de communication, comme le prouve cette vidéo. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Et c'était là donc la grande édition du soir. On était donc dans les 4 murs de la rédaction. Merci beaucoup. Estelle Pazou, vous êtes avec nous, si tout va bien, demain autour de ce plateau pour le monde agricole. Voilà. Chers amis, on revient autour de cette table avec notre invité, M. Urbain Ontonji, qui, je rappelle, est le président du collectif des chefs d'établissement scolaire privés du littoral, avec qui nous parlons donc de la tenue des examens de fin d'année et du mental de nos candidats. M. Ontonji, Agnès Bello. Alors, nous en étions donc au dernier préparatif, surtout au niveau du privé, qui avait pris une longueur d'avance sur le public. Et pourtant, c'est avec le public qu'il faut compter pour les examens. Oui, c'est vrai. Mais c'est une apparence. Hein? Quand on dit que le privé a pris une longueur d'avance, c'est une apparence. D'accord. Quoi qu'on dise, les épreuves sont uniques pour les candidats du privé, candidats du public. Alors, longueur d'avance, parce que le privé n'a pas connu donc de période de débrayage, les cours ont été réguliers, tout ça là, d'accord. Mais, vous savez, je disais que les directeurs départementaux ont reçu de l'autorité ministérielle des instructions pour préparer
tous les candidats aux différents examens, que ce soit du privé comme du public. Donc, ça veut dire que on ne tient pas compte de l'enseignement qui est donné spécifiquement dans le privé pour préparer les épreuves aux différents examens. Oui. Alors, les directeurs s'y sont attelés. Et donc, pour ce faire, il y a eu déjà un examen blanc départemental concernant donc... les résultats sont sortis déjà? Les résultats sont en train d'être compilés. Le niveau est homogène? Le niveau est au top. Quoi qu'on dise, un examen blanc prépare le candidat ou les candidats aux vrais examens. Donc, les sujets qui sont proposés vous amènent à trouver des modèles donc, de rémédiation pour corriger ce qui ne va pas encore. Si. Donc, c'est pour cela que je vous dis que le niveau actuel de nos candidats sont bons et très bons. Sauf que nous devons faire donc, des rémédiations, donc et comme on le dit, on doit utiliser des techniques pour ramener tout le monde au même niveau, au même point. C'est pour cela que ces derniers temps-là, tout au moins pour tout le mois de mai, juin et jusqu'à mi-juillet, par exemple, il y a de vrais et de sérieux travaux qui vont être opérés donc, dans les différents établissements, et surtout privés. Alors là, nous parlons en quelque sorte du bachotage, puisque ce que vous faites maintenant, c'est du bachotage. Mais le bachotage sur 2 mois et demi, est-ce que l'attention de l'apprenant peut être aussi longtemps soutenue autour de Vous savez, c'est nous, dans le privé, nous avons notre façon de faire. Nous avons notre technique de faire pour maintenir l'attention donc des enfants sur l'essentiel de ce qu'ils doivent garder maintenant pour faire face aux différents examens. Et c'est par rapport à cela que je vous dis ceci, ça là c'est vrai, ça se passe dans tous les établissements privés. Vous savez, en réalité, les établissements privés ont terminé tout fin mai, puisque les examens étaient prévus pour juin. Donc, les programmes devraient être terminés déjà dans tous les établissements privés en avril. Et tout le mois de mai est pris pour faire donc ce que vous avez, voilà, les différentes préparations pour les examens. Et donc, vous voyez, si on est dans cette logique, les promoteurs, les directeurs d'établissements privés ont rempli déjà très bien leurs obligations. Mais aujourd'hui, on joue les prolongations. On joue les prolongations. C'est pourquoi je disais que parents d'élèves et l'administration du privé doivent mettre ensemble, conjuguer les efforts pour faire face à ces périodes très difficiles, aussi bien pour les parents que l'administration du privé. Mais alors, vous savez, au niveau de l'administration, je voudrais venir sur un problème important. Comme je le dis, en mai, tout est terminé. Les grandes révisions, tout est terminé. Voilà que l'année est prolongée. C'est pour cela que je dis, les parents d'élèves doivent avoir le réflexe maintenant de se rapprocher des différentes autorités, donc des établissements scolaires privés, pour voir avec ces autorités-là qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner les enfants pendant ces 2 derniers mois, tout le mois de juillet et le mois de juin. Donc, non, tout le mois de juin, je dis, et la moitié du mois donc, de juillet. Nous avons envoyé donc, des correspondances, des courriers donc, dans les différents établissements pour encadrer cette période-là. D'accord. Il nous reste exactement 2 minutes. Je ne vais pas vous laisser sans vous poser cette question. Oui. Alors, quand vous nous dites que tout était censé finir pendant le mois de mai, l'examen prévu pour le mois de juin, ça veut dire que l'administration au niveau des écoles privées avait prévu payer aussi les enseignants pour cette période, couvrir des charges pour cette période, 1 mois supplémentaire. À l'actif de qui? C'est seulement l'administration qui paie ou les parents d'élèves sont appelés à apporter un plus? Vous abordez une question essentielle et c'est très bon. C'est ça ce que j'expliquais, je tentais d'expliquer. Nous avons envoyé donc des correspondances. Donc vous allez leur demander un complément? Naturellement. Vous savez, vous comprenez mieux que nous.
Mais nous sommes J'espère qu'ils sont prêts à vous accompagner. Non, mais vous le dites si bien, vous êtes prêts à nous accompagner. Hein? C'est pourquoi je dis c'est encadré. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exagération. Donc au niveau de l'administration du privé, c'est pour cela que nous disons tout au moins 5 000 francs pour les candidats du CEP, 10 000 francs pour les candidats et 15, du BP, et 15 pour les grands. Les grands. Parce que là, voilà, les enfants, c'est très sérieux. C'est très sérieux et ça va se faire ressentir sur les résultats, c'est évident. Alors, merci à vous, M. Urbain Routondi. Donc, mesdames et messieurs, chers parents d'élèves, retroussez-vous les manches. La bataille n'est pas encore gagnée. La dernière ligne droite est tracée. On espère que les enfants reviendront avec de bons résultats. Karamata Bataou, merci à vous de nous avoir reçus sur le grand rendez-vous. Je me demande si j'ai encore un mot à placer après toute votre belle conclusion de cette rubrique Autant savoir. Je n'ai qu'à remercier M. Urbain Routondi. Merci d'être passé nous voir. On vous laisse donc vous reposer ce soir et retrouver dès demain matin vos chers élèves. Vous allez leur transmettre les salutations des amis journalistes de BB24 sur le grand rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup Agnès Belot. Merci aussi à vous, chers parents, chers enfants. Bonne chance donc à toutes et à tous, tout simplement. Alors, le grand rendez-vous, tout doucement, s'en va finir. On va vous demander donc de jeter un coup d'œil ensemble avec nous sur la toile, et c'est pour ActuWeb. Amis du web, bonjour. Des milliers de poissons ont été retrouvés empoisonnés dans le lac Tao. Depuis vendredi 18 mai, l'information qui circule sur les réseaux sociaux au Bénin fait état de ce que certains produits toxiques sont responsables de cette situation. Informées, les autorités se sont dépêchées sur les lieux ce lundi 21 mai 2018 pour faire le constat. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, il a été recensé 28 enclos empoisonnés d'environ 40 000 à lever. Pendant ce temps, les pêcheurs continuaient de prélever sur le plan d'eau ces poissons déjà morts et destinés à la vente. Afin de préserver la vie des populations, le ministre Gaston Dossoui estime que la première mesure à prendre est d'inviter la police fluviale à entamer des patrouilles sur le lac pour circonscrire le mal. Les revues publicitaires du web en hausse en 2017. Ils sont estimés à 88 milliards de dollars. Avec ce chiffre, les publicités via le web écrasent les autres médias. Entre l'année 2016 et 2017, les revenus publicitaires sur le web ont augmenté de 21%, passant de 112,5 milliards de dollars à 88 milliards de dollars. 57% sont dus à la publicité sur mobile, soit environ 49,9 milliards de dollars contre 36,6 milliards en 2016. Si les revenus publicitaires du web et des affiches extérieures sont en augmentation de respectivement 21 et 4%, le reste des médias affichent tous une baisse entre 1 et 7%. La radio, elle, semble stable avec une légère augmentation de 1%, engrangeant ainsi 17 milliards de revenus publicitaires. La Russie est-elle prête à accueillir la Coupe du Monde 2018 ? Pour chaque pays participant à cette grande rencontre, c'est la composition des équipes qui occupe les esprits. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, lors de sa dernière visite dans le pays, a même félicité le président russe Vladimir Poutine. Selon lui, la Russie est prête du point de vue des infrastructures et des stades. Il n'y a donc pas d'inquiétude majeure pour le pays organisateur qui aurait dépensé près de 10 milliards d'euros. Le monde des crypto-monnaies est dominé par les Russes.
En effet, après l'effondrement de l'Union soviétique, les scientifiques présents sur le marché russe se sont retrouvés beaucoup plus nombreux que les offres d'emploi. L'option de lancer une entreprise tech est devenue la solution. Preuve du tropisme russe pour l'industrie technologique. Aujourd'hui, rien que Sberbank, la plus grande banque du pays, on retrouve 11 000 développeurs. Selon Quartz, ce nombre de développeurs est plus élevé que tous les salariés de Snap Square et Twitter réunis. ActuWeb fini, la dernière partie, c'est juste un rappel, si on regardait un peu vers le ciel pour voir un peu comment se comporte le temps. Monsieur Urbain Ontonji, Monsieur Christian Guidibi et Arel Zanou étaient donc nos invités sur le grand rendez-vous de ce soir. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est terminé pour le compte de ce mardi 22 mai 2018. Merci à toute l'équipe technique, aussi bien la rédaction que la production, toutes ces équipes qui ont travaillé à donc sortir et à préparer cette émission. Et à vous, chers amis, merci tout simplement de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée chez vous. Je vous retrouve à demain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.